Tout ça pour dire que ce duplex, il va permettre non seulement à nos amis québécois de venir vous présenter cette expérience qui, de notre point de vue, peut être une expérience qui peut être inspirante, là aussi, dans vos pratiques au quotidien, mais puisque c'est un duplex et que c'est un direct, on vous propose également, dans un second temps, de pouvoir poser des questions à ces deux personnes qui vont venir témoigner de leur expérience. Donc j'accueille maintenant Jean-François Bouchard, qui est directeur du réseau des écoles d'Anjou et de Saint-Léonard au Québec. Jean-François, tu m'entends ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci Jean-François. Et Étienne Paget, qui travaille au YMCA du Québec et qui est directeur réussite scolaire, donc à Montréal. Étienne, tu m'entends ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour Étienne, bonjour Jean-François. Donc je vais vous laisser peut-être dans un premier temps présenter ce projet que vous avez mis en œuvre ensemble, puisque peut-être que ce que je n'ai pas précisé, mais je crois que vous allez le faire, c'est que l'une des personnes représente plutôt le monde de l'école et l'autre personne représente plutôt le monde, ce qu'on appellerait chez nous, des associations, des communautés, en tout cas des territoires. Donc ce sont vraiment des illustrations. Ils ont rencontré les mêmes problématiques et les mêmes enjeux que vous. Donc Jean-François, sans préambule, et Étienne, je vous laisse faire la présentation que vous avez prévue. Et comme vous en avez accepté le principe, dans un deuxième temps, nous ouvrirons une période de questions-réponses avec vous. Vous avez accepté gentiment de répondre aux questions. Et puis ensuite, mais ça ne sera pas pour vous, toutes les personnes qui sont ici présentes dans la salle seront invitées à partager un cocktail. Mais malheureusement, Étienne et Jean-François, ce sera pour une autre fois, quand vous viendrez nous voir physiquement en France. On aurait aimé. Je vous laisse la parole. Alors, c'est moi qui débute. Alors, comme on l'a bien précisé, mon nom est Jean-François Bouchard. Je suis le directeur du réseau des écoles de Ville d'Anjou et de Saint-Léonard. Donc, c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous. J'espère qu'on va être intéressant. Je sais que vous êtes en fin de journée. Vous en avez probablement vous avez eu beaucoup d'informations durant votre journée. Alors, si vous passez tout de suite à l'autre diapositive ou à l'autre slide, s'il vous plaît. Bon, alors voilà. Donc aujourd'hui, Étienne et moi, on poursuit deux grandes intentions, dont la mienne, je suis effectivement issu du réseau scolaire, donc du réseau de l'éducation. Alors ma première intention, c'est de vous présenter sommairement ce qu'on appelle le plan d'engagement vers la réussite du CSSPI. Donc CSSPI, c'est le centre de service de la Pointe de l'Île. Et ma deuxième intention, c'est l'objet un peu de la rencontre d'aujourd'hui avec Étienne et les YMCA. Ce sont tous les partenariats entre l'organisation scolaire et les gens de la communauté, et plus précisément aujourd'hui, le YMCA. Notre structure, en fait, juste pour vous situer, parce que, bon, d'abord, d'entrée de jeu, Montréal, c'est une île, et cette île-là, elle est séparée en trois gros morceaux. Alors, il y a trois grands centres de services francophones. Donc, il y a l'Est, il y a le centre et puis il y a l'Ouest de l'île. Alors, moi, aujourd'hui, Étienne, on représente la portion qui est plus un peu jaunâtre, là. C'est le centre de service de la Pointe de l'Île. Donc, la réalité de ce quartier-là, donc je l'ai indiqué là, en mortaise, l'hypercroissance de la clientèle, augmentation des besoins en personnel, vous le savez, probablement c'est la même chose un petit peu partout à travers le monde, donc on manque de personnel. On a des élèves issus de l'immigration récente, donc on a là on marque, même malgré la pandémie ou les mesures sanitaires, on a 25 nouveaux groupes par semaine qui rentrent au centre de service. Alors c'est beaucoup d'élèves. L'augmentation des indices de défavorisation dans nos écoles, ça c'est dans les conventions collectives des enseignants, a amené une baisse de ratio d'élèves. Donc dans les classes, il y a moins d'élèves, alors ça nous prend plus de personnel. Alors c'est un peu la quadrature du cercle. On a de la difficulté à trouver du personnel, mais les groupes diminuent, alors c'est un petit peu complexe. On a un développement immobilier sur le territoire des trois centres de services. Alors, vous comprenez bien que plus on a d'élèves, plus ça prend des locaux. Alors, voilà, on a ça. Puis, on ajoute maintenant ici au Québec les maternelles 4 ans. Donc, les enfants de 4 ans, ce n'était pas dans nos mœurs d'avoir des maternelles 4 ans. Donc, depuis 2 ou 3 ans, on voit une augmentation de ces élèves-là qui se présentent dans nos écoles. Donc, ça prend des locaux supplémentaires. Je vais passer à l'autre. Voilà. Donc, la carte ici, vous voyez bien là que l'ouest, la portion qui est plus verte, c'est la partie francophone la plus aisée de l'île de Montréal. Donc, si je veux parler un peu
votre langage. Des cités éducatives dans cette région-là, il y en a très peu. Alors nous, là, Étienne et moi, l'endroit où nous sommes, c'est le petit quartier un peu en haut à droite, là où c'est rouge. C'est là que c'est à peu près là le territoire. Donc, nous, on appelle ça la carte de défavorisation. Alors moi, je gère à Ville d'Anjou et à Saint-Léonard, je me retrouve à peu près là. Alors, on voit qu'il y a plusieurs enjeux de cette nature-là. Bon, voilà, juste pour vous situer également dans le contexte, alors, au centre de service de la Pointe-de-l'Île, il y a 40 écoles primaires, 7 grandes écoles secondaires. Il y a 5 écoles spécialisées pour des élèves qui sont handicapés avec toutes sortes de petits enjeux. On a 10 centres de formation aux adultes et à la formation professionnelle. Alors, c'est quand même un centre de service qui a une grandeur, on parle d'environ 40 000 élèves dans notre centre de service. Nos valeurs au centre de service, c'est la prochaine diapositive. Ça peut paraître un peu cliché. Dans notre plan d'engagement vers la réussite que nous avons mis en place, je peux vous le présenter ici. C'est un plan d'engagement vers la réussite. Tantôt, j'entendais une dame dire, nous, on le fait pour les années 2018 à 2022. Donc, on arrive à la fin de ce plan d'engagement-là. Et nos valeurs, ben, c'était la collaboration, l'engagement, l'équité et la bienveillance. L'aspect bienveillance depuis 20-22 mois a pris beaucoup de place compte tenu des conditions sanitaires qui prévalaient à travers la planète et spécifiquement dans notre centre de service. On a mis beaucoup d'efforts pour s'assurer que tout le monde était bien dans le centre de service. Voilà. Tantôt, je nommais, juste pour vous montrer un peu là, la grandeur de notre commission scolaire. Donc, si vous regardez, en 2013-2014, nous avions 28 862 élèves et mettons, en 10 ans, là, on sera rendu à 38 000 et je peux même déjà vous dire que ce chiffre-là, il est dépassé. Alors, c'est quand même majeur. Donc, quand on parle d'infrastructure, on parle de personnel, on parle de collaboration avec des partenaires, ben il faut tenir compte de tout ça. Alors, je passe très rapidement parce que ce n'est pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous le spécifier. Dans la prochaine diapositive, ben, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ajout de 156 locaux pour l'année 2019-2020, 14 projets d'agrandissement ou de construction déposés au ministère MISE, c'est le ministère de l'Éducation. Et notre grande fierté, c'est que nous n'avons pas de classes préfabriquées, donc c'est-à-dire des classes modulaires qu'on pourrait mettre, par exemple, à l'extérieur d'une école avec tous les services. On n'a pas ça, donc on a été capable de livrer la marchandise. Donc, si je rentre dans le vif du sujet, dans notre plan d'engagement, nous avons 3 grandes orientations. Il y en a 2 sur lesquelles je vais passer assez rapidement parce que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 3e. Je vais vous présenter quand même les 2 premières, mais la 3e, c'est le grand lien que je ferai avec Étienne et notre projet qui s'appelle École, Famille, Communauté, qui vous intéresse dans la présentation d'aujourd'hui. Alors voilà, la première grande orientation, bien évidemment, je l'entendais tout à l'heure, c'est intervenir rapidement et en prévention tout au long du parcours scolaire pour la réussite de tous les élèves et les principes d'égalité, d'équité et d'accès universel sont bien présents. Donc, je ne vous ferai pas la lecture de chacune de cette orientation-là, mais il y a beaucoup d'objectifs que nous devons atteindre. On est dans des gestions axées sur les résultats. On est aussi très axé sur la recherche, donc les cadres de référence qui nous sont offerts par des auteurs. Donc, tout ce qui est une recherche qui a été documentée, validée, on est assez friand de ça. Voilà. L'autre grande fierté que nous avons au centre de service, et ça aussi, c'est en collaboration, hein, ça prend toute une famille là, pour travailler avec nos élèves, bien, on est très fiers du taux de décrochage au centre de service qu'on appelait anciennement la CSPI. Bon, on est passé, il y a 7 ans, on était à 34 de nos élèves qui abandonnaient et maintenant, nous sommes rendus à 17 % Alors, il y a plein de belles choses qu'on a faites, qu'on pourrait évoquer dans une autre rencontre, ce n'est pas aujourd'hui. Mais on est très fiers de ça. Ça veut dire qu'on a baissé d'un grand pourcentage et nos élèves apprécient grandement, le personnel, les parents et tout ça. Alors, ça a donné une nouvelle dimension
à notre effort collectif pour scolariser le plus d'élèves. La grande orientation numéro 2, qui était très importante, c'était évidemment de s'assurer de la collaboration de tout le personnel afin d'offrir un environnement éducatif, physique, technologique et surtout inclusif qui est centré sur les apprentissages et l'engagement pour la réussite de tous les élèves. Donc, tout ce qui est la formation, le développement des compétences professionnelles des membres de notre personnel, on retrouve ça dans l'orientation numéro 2. Donc, un tiers pour l'orientation 1, un deuxième tiers pour l'orientation 2, et là, j'arrive à l'orientation 3, qui fait le lien avec M. Étienne Pagé. Il y a le tiers de notre engagement qui est lié à renforcer la collaboration, la complémentarité et l'engagement des différents acteurs pour contribuer à la réussite de tous les élèves et à la vitalité du territoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans toutes les discussions qu'on a, nos partenaires communautaires, les organismes avec qui on travaille, bien, on vous dit, vous êtes tellement important qu'on en a fait une dimension plus qu'importante au centre de service. C'était présent, mais pas autant existant à l'époque. Voilà. Alors, pour l'autre diapositive, ce que nous avons fait, bien évidemment, on dit en 2018-2019, engagement réalisé, bien, on a fait un inventaire de nos partenaires parce qu'on croit que c'est important de bien cibler les gens avec qui on travaille. Deuxièmement, l'identification de la nature des partenariats. Il y a des gens qui travaillent en persévérance scolaire, il y a des gens qui travaillent en culture, il y a des gens qui travaillent dans le sport, etc., etc. Donc, on a pris notre temps là-dessus. 3, très, très, très important, la reconnaissance de l'expertise des partenaires. Nous, notre postulat, notre hypothèse de départ, c'est de dire le réseau scolaire, le milieu de l'éducation possède beaucoup d'expertise, mais il y a des choses que nous n'avons pas comme expertise et c'est là que le partenariat entre en ligne de compte. Alors, quand on parle de reconnaissance, on parle évidemment de grande confiance. Sans confiance, les partenariats sont excessivement difficiles à mettre en place. En quatrième lieu, l'analyse des données collectées afin d'établir une situation de départ, bien, on a pris notre temps. Alors, on a convoqué tous les acteurs possibles du centre de service de la Pointe-de-l'Île, donc incluant, entre autres, le YMCA. Et puis, on a en 2018, quand on a commencé notre plan d'engagement vers la réussite, bien, la communauté a contribué de façon active à l'émergence de chacun des objectifs que nous retrouvons dans notre plan d'engagement. Alors, 2018-2019, nos engagements, bien, on a présenté le fameux plan aux partenaires des arrondissements. Je viens d'en parler un petit peu. Ensuite, engagement d'une coordonnatrice pour l'élaboration des plans d'action concertés avec les partenaires. Sur le territoire du centre de service, il y a 5 arrondissements différents. Alors, vous comprenez bien qu'on voulait en même temps tenir compte de la couleur de chacun des arrondissements, mais avoir aussi une vision qui pouvait être assez uniforme. Donc, il y a comme un tronc commun pour tout le monde, mais en même temps, ça prenait quelque chose d'uniforme et c'est pour ça qu'on s'est doté d'une personne qui pourrait être là pour coordonner tout ça. Alors, je tourne un peu les coins ronds, là, mais c'est à peu près ça le concept. Évidemment, plan d'action dans chacun des réseaux. À la Pointe-de-l'Île, il y a 3 réseaux. Okay? Moi, je suis le directeur du réseau des écoles de Ville d'Anjou et de Saint-Léonard, mais j'ai 2 autres collègues qui gèrent 2 autres portions du centre de service. Alors, c'est important d'avoir des plans d'action qui étaient cohérents et ça se fait avec nos partenaires. Évidemment, des questionnaires auprès des établissements et des partenaires. Donc, pour récolter nos données, on avait tout fait ça. Voilà pour la 4e diapositive. S'il vous plaît, on peut passer à l'autre. Alors, je le dis ici, la réussite des élèves, c'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tous. Alors, ce qui a été fort agréable, c'est que je connaissais Étienne dans une autre vie où j'ai été directeur d'une grande école, l'école secondaire Henri Bourassa, dans un quartier défavorisé. J'ai connu Étienne dans un autre projet. Et quand j'ai changé d'emploi, ben, on essaie toujours de s'associer avec des gens qu'on connaît. Alors, la confiance était déjà établie via le fameux projet. Alors, quand on a vu l'émergence de fonds qui arrivaient, de l'argent sonnant qui arrivait du ministère, ben nous, on s'est dit comme organisation, on va partager nos sous, on va partager notre argent avec nos partenaires. Alors que c'était pas dans les pratiques des institutions scolaires de prendre l'argent qui est dédié dans les centres de services ou dans les écoles, on a partagé nos sommes, des sommes assez considérables avec nos partenaires pour engager des gens. Donc, on traite avec des partenaires
qui nous permettent d'aller chercher, de mettre en place l'expertise que nous n'avons pas et nous la finançons. Nous nous joignons à un financement que eux ont déjà et nous, on vient juste s'accrocher à tout ça. Et l'avantage que nous avons, les institutions, avec le ministère, c'est que cet argent-là, il est récurrent. Il revient d'année en année et on peut procéder à avoir, entre autres, à garder nos employés de façon récurrente. Donc, on a diminué le taux de roulement de notre personnel. Du moins, on tente d'avoir toujours le même personnel pour créer de la proximité, pour créer des liens de confiance qui sont durables dans le temps. Alors, Étienne, je sais que c'est à toi qu'arrive maintenant le petit bout de présenter le projet comme tel, mais c'est important de bien contextualiser le tout. Puis évidemment, Étienne, si tu veux renchérir sur ce que je viens de dire, tu te gênes pas. Alors, je cède la parole à Étienne, mon ami, mon collaborateur du YMCA du Québec. Alors, Étienne, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Je pense que la table est très bien mise, puis il y a des mots-clés, des mots porteurs dans ce que tu as présenté. Tout d'abord, juste préciser, je pense que c'est important en France quand on a des présentations, les YMCA du Québec, les IMCA, historiquement, juste pour vous situer, oui, c'est une organisation qui était dédiée aux jeunes hommes chrétiens, mais je tiens à vous rassurer, à ce jour, en 2022, les YMCA du Québec, au Québec, c'est vraiment une organisation laïque, francophone et ouverte à tous. Donc, petit point de précision avant de commencer. Et donc, je vous ramène un peu au Québec, plus précisément, Jean-François l'a bien démontré d'une manière globale, dans le quartier Saint-Léonard, qui a vu naître ce projet. Donc, Saint-Léonard, c'est un quartier qui regroupe 78 000 habitants. 30% de la population moins de 25 ans, donc une population très jeune, une large part de la population à faible revenu, beaucoup de nouveaux arrivants, des indices de décrochage scolaire élevés et aussi, on peut le voir depuis quelques années, un phénomène de ghettoisation, un peu comme ce qui se vit en France dans certains quartiers. Je vous ramène aussi en 2016, donc il y a 6 ans, dans ce quartier, il y a eu un grand rassemblement des forces vives du quartier. On parle d'environ 250 personnes, un samedi toute la journée. Et l'objectif était d'élaborer une vision d'avenir pour Saint-Léonard. Donc, il y avait plusieurs organisations. Donc, on parle autant du milieu associatif que du milieu scolaire. Le milieu municipal était présent aussi, l'institutionnel et aussi des citoyens. Et ça, c'est un élément qui est très important. Les citoyens ont été une partie prenante de cette démarche et l'idée était de définir collectivement des problématiques, mais ce qui était novateur, c'était surtout de définir des changements souhaités. Donc, vers quoi le quartier se projetait, de se dire, si on avait un plan quinquennal à élaborer, qu'est-ce qu'on mettrait? Donc, il y a 4 grands axes qui ont émané de cette grande rencontre. Donc, on avait l'emploi, le logement, le transport actif et la scolarisation. Donc, la scolarisation, bien évidemment, a échu dans la cour des organisations, des associations plus jeunesse et du réseau scolaire, entre autres. Donc, si on peut passer à la prochaine diapo. Je vous présente sommairement les 2 changements souhaités. Donc, chaque axe avait 2 changements souhaités. Et le premier était de dire, dans 5 ans, les parents dont les enfants vont ou iront dans une école du secteur francophone ont une meilleure connaissance de la culture scolaire québécoise et une plus grande implication dans leur rôle en lien avec la réussite scolaire de leur enfant. Partir du fait que l'implication des parents dans la scolarisation est un facteur important de réussite, et les études le démontrent aussi, l'engagement parental, les attentes que les parents vont avoir face à la réussite de leur enfant sont des déterminants qui sont reconnus par la recherche. Donc, c'était vraiment de dire, on ne va pas nécessairement travailler sur les jeunes, mais sur les parents. Et ça, c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau à l'échelle du Québec, de dire on se concentre sur ces facteurs de réussite-là. Le deuxième changement souhaité était au niveau des transitions. Donc, dans 5 ans, les jeunes du secteur francophone sont mieux outillés pour effectuer leur transition scolaire
Les études le démontrent aussi, les zones de fragilité, les zones qui vont accentuer le décrochage scolaire sont lors des transitions. Au Québec, on parle ici de 3 transitions, donc la T1, qui est la transition petite enfance maternelle, la T2, qui est le passage du primaire au secondaire. En fait, chez vous, passage du primaire au collège, oui, c'est ça. Et la T3, qui est la fin du collège vers, ici, on a le cégep. Chez vous, je crois que c'est le lycée. Donc, passage vers le cégep, mais aussi la vie active. Donc, collectivement, ce qui avait été ciblé, c'est de travailler ces 2 changements souhaités et de se donner du temps, de se donner 5 ans pour vraiment piloter des projets et s'assurer de l'atteinte des objectifs. Donc, le projet École, Famille, Communauté à Saint-Léonard, qu'est-ce que c'est? Si on peut aller à la prochaine diapo. Non, il y en manque une. Peut-être retourner en arrière. Ah ben non. Ben, il y en a une qui a disparu. Peut-être voir après. Si non. OK. Ben, revenez en arrière. Je vais vous. En fait, le projet École, Famille, Communauté, c'est vraiment une ressource, donc un intervenant, une intervenante qui est mise à la disposition des parents afin de les soutenir et de les accompagner dans leur rôle en lien avec la réussite éducative de leur enfant. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé qui vise à informer et outiller les parents sur la culture scolaire québécoise. Donc, pour des nouveaux arrivants, c'est souvent un choc de s'adapter, de s'approprier, de voir le fonctionnement, mais aussi les attentes du système scolaire. Il y avait un grand, ce qu'on s'est rendu compte, il y avait un grand décalage, justement, une grande incompréhension. Donc, c'était de mettre à disposition des intervenants pour des accompagnements spécialisés. Donc, aussi les accompagner à l'intérieur du système scolaire québécois, lorsque parfois des services spécialisés étaient nécessaires, faciliter les interactions entre les familles et l'école, donc un genre de médiation interculturelle pour s'assurer d'une compréhension commune. Aussi informer, référer, accompagner les familles vers les ressources du quartier, donc de dire il y a des ressources, il y a des organisations qui peuvent venir en appui, apprenez à les connaître et à les utiliser. Et aussi, c'était l'objectif il y avait un objectif d'avoir une meilleure compréhension du système, des acteurs scolaires, des réalités reliées à ces familles. Donc, il y avait souvent une incompréhension mutuelle et le réseau scolaire aussi se voyait parfois faire face à des incompréhensions et les agents, les intervenants avaient pour but de justement assurer une meilleure compréhension commune. Il y avait aussi l'idée de développer et soutenir la mobilisation des parents à la vie scolaire. Au Québec, les parents peuvent avoir, par exemple, des places sur un conseil d'établissement. Donc, c'était de former des cohortes de parents, de se dire, ben, vous avez voix au chapitre, vous pouvez vous impliquer dans la vie scolaire et les agents offrent finalement un accompagnement à cet effet. Donc, il y a eu une évaluation du projet. Donc, un chercheur indépendant s'est penché sur le projet et afin de définir les facteurs de réussite du programme léonardois, donc de cibler qu'est-ce qui fonctionnait. Donc, qu'est-ce qu'on avait? C'était un contexte favorable en amont. Donc, il y avait une table jeunesse mobilisée, il y avait un projet d'impact collectif, mais surtout des visions et des valeurs convergentes. Il y avait des expertises reconnues. Je pense que Jean-François l'a bien résumé tout à l'heure. Pour le réseau scolaire, par exemple, de dire ben, il y a une expertise au niveau des associations, il faut le reconnaître et il faut avoir des effets de levier sur ceux-ci. Le temps, évidemment, s'investir dans un projet collectif, il y a des enjeux qui sont plus nombreux quand on décide de consulter, quand on décide de partager, quand on décide de prendre des décisions collectives. Il faut se donner du temps parce que c'est parfois ce qui prend le plus de temps. Et avec le temps vient la confiance, évidemment. Je pense que vous l'avez dénoté. Très important, une délégation de pouvoir. Jean-François l'a bien résumé. Le réseau scolaire, à un moment donné, et il n'était pas du tout tenu de le faire, s'est dit, nous avons des fonds, il y a des fonds qui arrivent du ministère, on a le pouvoir de déléguer
ces argents-là à la communauté, aux associations, et on va s'asseoir et travailler sur un plan pour que ça se fasse. Donc ça, c'est un phénomène qui est très important. Des caractéristiques communes au niveau des gestionnaires, ce qui a été dénoté, un esprit entrepreneurial, donc vraiment l'idée de faire bouger des choses, de faire bouger les lignes, un pragmatisme, une prise de risque. Donc, c'était un peu aussi, quand on a démarré ce projet, de se dire, ben, on n'a pas... En fait, tout n'est pas attaché en ce moment. On construit l'avion en plein vol et c'est d'accepter cette prise de risque collective pour que le projet puisse aboutir. Et évidemment, contact terrain, donc de s'assurer que les gestionnaires aient une vision claire de ce qui se passe sur le terrain. Je vais regarder le temps. Le projet, très intéressant, a vécu un peu en laboratoire à Saint-Léonard pendant 2 ans. Et par la suite, justement, il a été étendu à l'ensemble du territoire scolaire. Donc, sur tout le territoire du centre de services scolaires dont Jean-François parlait tout à l'heure, c'était de se dire, il y a déjà des organisations qui portent des projets similaires. On va aller vers elles, on va essayer de créer une fédération pour s'assurer que les meilleures pratiques puissent être partagées. Donc, de se dire, s'il y a des bons coups qui sont réalisés par une organisation, plutôt que chacun vive de manière très locale les avancées, mais aussi les difficultés, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers un programme global, une vision collective qui va faire aussi que, pour ce qui est de la reddition de comptes, pour ce qui est du langage commun, on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, d'un projet initial où est-ce qu'il y avait un bailleur de fonds, on s'est retrouvé finalement avec le centre de services scolaires qui injectait des sommes et un autre bailleur de fonds qui a trouvé l'expérience très intéressante, cette idée d'amplifier et de la soutenir. Donc, on pourrait aller à la prochaine diapo. Donc, les forces du projet global, on parle d'un développement qui finalement s'est fait sur 6 quartiers. Vous avez au niveau de la vision, on parle de collaboration intersectorielle, développer donc des outils, des approches, structurer, je l'évoquais tout à l'heure, l'idée de transfert de connaissances, je pense que c'est hyper important. Si des organisations travaillent collectivement, les bons coups doivent être partagés afin d'harmoniser des pratiques et des approches. Vous l'avez aussi, côté droit de la diapo, des outils, formulaire de référence commun. Donc, ça, c'est très important aussi de se dire, on va travailler un outil qui va servir à tout le monde plutôt que chacun bricole dans son coin des outils qui font que il y a peut-être des données ou des éléments d'information qui sont pas pris en compte. Une base de données, ça aussi, c'était très novateur. Donc, tout est informatisé. On arrive justement à des transferts d'informations. Une famille qui va changer de quartier, ben on le sait, parfois repartir à zéro, réexpliquer son histoire. Il y a des trous de service qui se créent à cause de ça. Donc, d'avoir justement cette vision globale permet que ça se fasse de manière transversale. Une formation initiale commune, très importante, de se dire à chaque début d'année, chaque fin août, début septembre, mais tous les intervenants, surtout les nouveaux, participent à 3 jours de formation où est-ce que justement la vision commune est développée, mais aussi les outils et tout ce qui va avec. Un réseau de soutien, co-développement, donc ça, je pourrais le présenter tout à l'heure. La structure en tant que telle, donc on parle de 6 organisations locales et de 16 agents et en fait des agents des intervenants. Si on passe, et il y a une coordination qui est justement de manière très macro à superviser ce déploiement. Si on passe à la prochaine diapo, c'est la structure organisationnelle. Donc, vous voyez en bas vers la droite le quartier Saint-Léonard, mais en fait, le projet s'est déployé dans 5 autres quartiers du territoire du centre de services scolaires. En haut, vous avez un comité directeur qui vraiment prend les décisions financières, opérationnelles, va développer une vision du projet. À l'origine, il n'y avait que ce comité directeur, mais on s'est rendu compte que pour développer une agilité organisationnelle, valider des formulaires, des questions opérationnelles,
il nous fallait un comité MEO, un comité mise en œuvre. Donc, vous le voyez plus bas, le comité mise en œuvre va arrimer les pratiques du projet, va porter la voix des agents aussi au comité directeur, les réalités terrain. Donc, on est vraiment dans l'optique de défaire des nœuds. Ce que vous voyez à droite aussi, la planification des bassins, ça, c'est des rencontres, Jean-François, à chaque mois. Chaque mois, en fait, c'est les directions d'école, selon les réseaux, qui se regroupent et phénomène vraiment qui amène une plus-value. Il y a une ouverture à ces bassins-là, à la présence des agents et des coordinations. Donc, c'est vraiment, il y a des moments dédiés, donc qui sont formalisés et qui permettent cet échange institutionnel. Et ça, on s'est rendu compte que ça avait des impacts incroyables sur l'avancée du projet. Et vous avez plus bas le comité des agents qui est plus en lien avec la formation, le développement professionnel et les collaborations. Donc, en fait, ça, c'est la structure qui a émané du projet École, Famille, Communauté. Si on va à la dernière diapo, des adhésions, des difficultés, comment faire pour, puis Jean-François, tu pourras bien évidemment compléter, comment faire pour mobiliser des partenaires, la reconnaissance des expertises, je pense que vous l'avez senti à travers la présentation de Jean-François, le milieu scolaire reconnaît des expertises des associations, des groupes communautaires et de manière complémentaire, c'est aussi pour le milieu associatif de se dire, il y a des prérogatives qui appartiennent au réseau scolaire sur lesquelles on ne peut pas aller. Donc, c'est vraiment cette reconnaissance qui est très importante. Il y a aussi la transparence, d'être capable de dire les choses. On évoquait tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, le cas d'une association partenaire qui avait fait un recrutement qui était sujet à discussion, qui était finalement un bon intervenant, mais peut-être pas la bonne personne au bon poste. Mais on a été capable de dire à la direction de cet organisme, regarde, vous avez peut-être fait une erreur, puis avant que ça prenne de l'ampleur, puis que les collaborations soient mises à mal, il faut être capable de se dire ces choses-là. Une agilité décisionnelle et organisationnelle, je pense que vous l'avez vu. L'idée, c'est d'avoir des structures qui peuvent s'adapter, qui peuvent s'ajuster et qui permettent justement de construire cet avion en plein vol, comme on disait tout à l'heure. Au niveau des difficultés, et je terminerai avec ça, il y en a eu. Il y a eu des écueils, bien évidemment. On était capable de les mettre à bas, mais l'idée parfois de travailler sur une vision commune versus les demandes de notre organisation. Donc, de se dire qu'est-ce qui est bénéfique justement pour le projet dans sa globalité, sachant que j'ai aussi des prérogatives qui appartiennent à mon organisation. Et parfois, c'est justement d'aller au-delà de ces prérogatives pour se mettre au service du projet commun. La vision commune, justement, elle était pas toujours facile à déployer. On vient d'institutions différentes, de backgrounds différents, de méthodes de travail différentes. Donc ça aussi, ça a demandé une adaptation. Et l'importance du comité directeur là-dedans, de se dire, on veut que ça percole dans toutes les sphères de nos institutions. Ça a été un effet majeur. Troisième point, mettre des limites aux demandes du réseau scolaire. On le sait, parfois, le réseau scolaire va être la tête dans le guidon, comme on dit, il va avoir des demandes, mais c'est être capable aussi, comme association, de dire, non, ça, peut-être que ça dépasse nos compétences ou que faut que les demandes soient dirigées ailleurs. Pénurie de main-d'œuvre, conditions de travail à géométrie variable. Je ne sais pas ce qui se vit en France, mais ici, le plein emploi fait que il y a le recrutement dans le milieu social, associatif est très difficile. Les réseaux scolaires vivent la même chose, donc ça peut créer des trous de service. On s'en est toujours tiré jusqu'à date, mais on espère que ça soit passager. Donc voilà, dans les grandes lignes, je sais pas, Jean-François, si tu veux. Si je peux, oui, peut-être ajouter, oui, probablement que vous avez parlé durant la journée
de rendre des comptes à des gens, que ce soit des bilans ou des redditions de comptes, peu importe le terme qu'on utilise. J'ai eu, ça s'est pas fait, je suis pas dans un monde de licorne. Ça a été difficile de convaincre mes patrons de dire, on va prendre des centaines de milliers de dollars, puis on va les donner à d'autres organismes, alors que nous, on pourrait s'en servir. Alors, juste de convaincre, ça a été un écueil majeur. Ça a pris plusieurs mois, beaucoup de discussions, mais maintenant, grâce au bilan, et tantôt, tout à l'heure, Étienne parlait de bases de données communes. D'abord, je dois préciser qu'on a signé des ententes de confidentialité. Là, les avocats se sont parlé entre eux, parce que quand on parle de données nominatives sur des enfants, sur des familles, c'est un sujet délicat. Alors ça, on l'a bien encadré. Alors, ça a été facile pour nous. Là. On s'est bien entendu là-dessus. De fédérer tout le monde. Hein, chacun, quand il y a de l'argent en jeu, chacun essaie de tirer un peu la couverte de son côté pour aller chercher le plus gros des budgets. Puis là, tantôt, moi, je vous disais il faut être en équité avec tout le monde. Il faut agir en bon père de famille. Il y a des quartiers qui sont plus défavorisés que d'autres, donc pourquoi un a plus que l'autre? Donc, mais ça, on a quand même réussi à inclure dans nos partenariats toute cette façon de faire-là. Donc, ensuite, l'engagement des familles aussi, Étienne en a bien parlé. Fait que voilà. Mais moi, en tout cas, la plus grande, je veux pas qu'on finisse sur les difficultés, là, mais la plus grande des valeurs, c'est la confiance qui est mutuelle. La confiance, ça veut pas toujours dire que c'est un long fleuve tranquille, mais la confiance fait en sorte que malgré les petites les embûches ou les petits obstacles, on est capable de maintenir le projet. Puis là, on avait un petit vidéo, je l'ai envoyé trop tard, je croyais l'avoir envoyé hier, mais c'est ça. Je l'ai laissé aux organisateurs de la rencontre, si jamais vous voulez la voir. Là, ça explique bien un peu l'ampleur du projet. Puis là, c'est pas juste des paroles de deux individus, c'est un projet qui se vit depuis plus de 5 années et il est en constante amélioration. Et il faut être chauvin à l'occasion et je dirais que ce projet-là, il fait flèche de tout bois présentement et ça fait l'envie de beaucoup de gens à travers l'île de Montréal, mais à travers le Québec aussi. On est interpellé pour savoir comment vous avez réussi à faire ceci ou cela. Et nous en sommes très, 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 très fiers. Et ça, c'est les collaborations avec tout le monde. Alors voilà, j'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes, pas trop long. Donc, il est 10h, nous, 10h49. Alors vous, il est 17h49, là, pas loin de ça. J'espère qu'on a des questions. 16h40. Merci. 16h, j'ai pas mal. Ça sent le COVID. Merci Étienne et Jean-François. Je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais bien évidemment l'idée c'était pas de vous faire jalouser. On sait que les systèmes québécois, les systèmes français, les systèmes éducatifs sont bien différents, mais je crois et les présentations d'Étienne et de Jean-François ont permis de l'illustrer. Qu'il y a quand même eu, on voit dans leur projet, ils se sont posés des questions très proches des vôtres, ils ont trouvé des réponses peut-être pas toujours proches des vôtres, parce qu'évidemment, il y a des cultures professionnelles qui sont différentes, mais il nous semblait que c'était intéressant et inspirant de pouvoir entendre ces expériences. Donc, on va ouvrir un petit temps de questions-réponses. On a un petit quart d'heure devant nous. Le flux de données, ou je ne sais plus comment tu as dit tout à l'heure, l'onde, nous est encore disponible pour un petit quart d'heure. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Étienne et à Jean-François. On en a une ici. Est-ce qu'il y a un micro ? Normalement, vous devriez l'entendre aussi bien que vous m'entendez. Oui, bonjour. Hamid Esnaoui, je suis président de l'Association nationale des acteurs de la réussite éducative. C'est une association en France. J'ai juste une question. Vous parlez tout à l'heure de la question de la confidentialité des informations personnelles pour les familles. Vous parliez ça s'est très bien passé. Les avocats, vous avez dit, ont parlé entre eux. Ma question est juste de savoir s'il n'y a pas de système public qui garantit la confidentialité. Alors en France, on a la CNIL, on a la GRPD, qui sont des cadres légaux qui encadrent bien la diffusion, le partage des informations personnelles concernant les familles. Est-ce qu'il n'y a pas un système équivalent chez vous pour que les questions soient traitées directement avec les avocats, ou alors j'ai mal compris? Merci. Oui, effectivement, il y a tout un processus complexe, mais tu sais, quand j'entends partage de données, c'est un partage de données quand même partiel. On n'ira pas, par exemple, raconter des histoires, tout ce qui se passe, par exemple,
si on a de l'information qui provient d'un médecin ou d'un psychiatre ou des trucs comme ça, c'est pas de l'information qu'on va s'échanger. Par contre, on va s'échanger de l'information à savoir est-ce que l'élève aurait besoin de nourriture, aurait besoin de vêtements, aurait besoin d'argent à la limite là, pour acheter du matériel scolaire. Puis l'idée, c'est de ne pas se dédoubler, c'est-à-dire que quand le réseau scolaire fait une intervention de type comportemental, je sais pas, moi, un élève, une bagarre dans une école, mais des fois, nous, on n'arrive pas à communiquer avec le parent parce que pour plein de raisons. Alors, nous, on va faire affaire avec un agent qu'on appelle école, famille, communauté. Lui va se déplacer, il va aller cogner à la porte. Il va savoir minimalement ce qui s'est passé. Mais on ne va pas rentrer dans des détails que je pourrais qualifier, mettons, de croustillants ou de... Il n'y a pas de... Tout ce qui est une donnée là, qui pourrait être très, très, très sensible, là, on va pas là. Vous comprenez? Il y a quand même une limite qui n'est pas franchie. Donc, les avocats se sont parlé. En fait, justement, on a mis toutes les modalités où la ligne, elle est tracée où? Entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Je ne sais pas si j'espère que je réponds à votre question. Très bien, merci. Oui, et puis vous, le réseau scolaire est régi par la loi sur l'instruction publique et les organismes communautaires sont régis par la loi sur la santé et les services sociaux. Donc, c'était vraiment de trouver entre les deux qu'est-ce qui permettait justement ce transfert d'informations. Je crois que Thierry, tu avais une question. On sait qu'il y a une sensibilité sur le transfert des données, là. On fait très, très, très attention. Oui, j'avais une petite question, mais elle est un peu particulière. Ce qui est fascinant quand on entend des Canadiens qui parlent le français, c'est que c'est totalement intelligible, mais vous présentez aussi un univers qui est tellement différent du nôtre. Moi, je suis inspecteur d'académie, donc nous, on est dans des systèmes avec des postes, des statuts, des trucs énormes. C'est un peu comme quand... Moi, j'habite près de la frontière belge, et quand j'écoute les nouvelles belges, je comprends rien. Enfin, je comprends, mais je ne retiens rien, ou je n'arrive pas à percevoir, parce que tous les noms que j'entends, ça me dit rien. Mais juste une explication, comment ça marche, vous êtes, alors, ce qui est fabuleux, en plus, vous appelez centre de service, vous ne vous appelez pas lycée, collège, ou alors c'est un truc, un réseau, une entité qui chapeaute, pardon, je vous pose une question absurde, je ne connais absolument rien du système québécois, mais c'est ce qui en fait tout l'intérêt, je trouve. Non, c'est une très bonne question. Moi-même, je suis allé à quelques reprises et il a fallu que je me mette au diapason, c'est-à-dire de bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, à l'époque, moi, j'étais directeur d'une très grosse... Par exemple, presque un lycée. J'étais directeur il y avait 2000 élèves dans cette école-là. Et moi, je suis le directeur de cette entité-là, mais moi, j'appartiens à un centre de service. Moi, présentement, là, dans mon centre de service, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 50 écoles. OK? Et moi, je suis comme présentement, mon nouveau travail, je suis superviseur d'une vingtaine d'écoles. Donc, deux écoles secondaires et à peu près une vingtaine d'écoles primaires. Mais moi, je ne suis pas là pour... j'ai accroché mes patins de directeur. Moi, je suis là, on le dit bien, un centre de service. Je suis là pour m'assurer que mes équipiers, mes écoles ne manquent de rien. Ils ont besoin de sous, ils n'en ont plus, parfait. Moi, je vais essayer de trouver des solutions. On va avoir, par exemple, des parents ou des enfants qui sont en bris de service. Bien, le bout de ligne, ça va être moi qui va s'en occuper parce que le directeur va avoir fait tout ce qu'il pouvait. Alors, moi, je vais récolter la fin. Alors, c'est un petit peu ça, le centre de service. Mais le S de service, il prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on est dans un concept, je vais utiliser le mot qui est utilisé ici, de subsidiarité, c'est-à-dire que le directeur de l'école, il est autonome dans ses décisions. Évidemment, je suis là pour surveiller. Il y a des limites financières, entre autres. Il ne peut pas décider de faire n'importe quoi, mais je ne me mêle pas beaucoup. Quand je parle de confiance, ça va jusque-là. Il va s'occuper de la culture, il va s'occuper du sport, il va s'occuper des programmes de formation, de la formation de son personnel, etc., etc. Moi, je suis la courroie de transmission. Je suis l'huile dans le moteur. Mais effectivement, là, pour le coup, le système est très différent. Vous connaissez notre système en France, qui est peut-être un peu plus... Oui, il n'y a pas de couches, là. Voilà, qui a un peu plus de couches, un peu plus institutionnalisé, avec des rôles plus complexes. Mais c'est tout ce qui fait le sel aussi de notre territoire et nos expériences. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, je vois une main qui se lève. Bonjour, Élodie Chaudet de la cité éducative de Trélazé qui se trouve en Anjou française.
Vous avez parlé d'une vision commune, ce qui avait permis de collaborer. Et je me demandais comment vous aviez élaboré cette vision commune. Je vous remercie. Étienne, moi? Ben, je pense que c'était à la base de définir les problématiques. Puis je pense aussi que lorsqu'on veut travailler avec des institutions, il y a 3 niveaux de connaissances à avoir. Donc vraiment d'avoir une connaissance organisationnelle. Quelle est cette institution? Une connaissance professionnelle. Comment les gens y travaillent? Quels sont les rouages? Et une connaissance personnelle. Je pense que Jean-François l'a évoqué aussi, de se dire, il faut qu'il y ait des connexions entre des individus. Il faut qu'il y ait des échanges d'idées. Il faut qu'il y ait des visions communes. Et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi que ce projet-là a pu décoller rapidement. C'était justement de s'entendre collectivement sur ces paramètres et de se fixer des objectifs vraiment pour le long terme. Donc vraiment de s'assurer que on connaît l'institution, on connaît leur manière de travailler, mais on connaît aussi les individus qui portent ces institutions. Alors, vous voyez, quand on parle de vision commune, quand nous, on a élaboré notre plan d'engagement vers la réussite, on n'est pas arrivé avec la vision en partant, c'est-à-dire qu'on a consulté tout le monde. Puis quand on est arrivé on a commencé par arriver à des valeurs communes. Tantôt, je disais, la collaboration, l'engagement, l'équité, la bienveillance, on s'est assuré. Là, il y en a des valeurs, là, il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et puis, plus on faisait des rencontres, on a été capable de les mettre dans certains thèmes. Et ces thèmes-là ont fait unanimité. Alors, on les a limités à ces 4 visions, à ces 4 valeurs-là. Et ensuite, on a établi la vision commune qui dit que on veut miser sur le développement de l'expertise de tout son personnel. Bien, nous, on pense aussi que les organismes avec qui on fait affaire, ils vont développer aussi l'expertise de leur personnel, et ça, on s'est assuré de ça, et vice-versa. Ensuite, la responsabilisation collective, c'est-à-dire que on ne veut pas pointer plus un que l'autre, on dit qu'on est en collaboration, ben c'est ça. Alors moi, je reconnais l'expertise de l'autre. Ce qui est du réseau, ce qui est de l'ordre du réseau scolaire, là, les organismes communautaires ne viennent pas s'ingérer dans l'éducation des élèves, pas du tout. On essaie d'être complémentaires. Alors, ce qui m'appartient comme réseau scolaire, ça m'appartient, mais ce qui appartient au réseau scolaire, c'est son terrain de jeu. Ben moi, là, je sais que lui, il peut m'aider. Alors ça aussi, c'est quand même important. Tantôt, on parle de responsabilisation, on parle de confiance et on parle de grande transparence entre chacun. Ben, des fois, il y a un équilibre fragile. Des fois, il y a des petits blocs qui tombent, puis on les ramasse. Mais en général, ça va particulièrement. Donc, la vision commune, elle est arrivée à la fin. Ça a été un exercice de consultation assez long, mais là, ça fait 5 ans qu'on le vit. Puis si on avait eu la possibilité de voir le petit vidéo, il va sûrement être envoyé à tout le monde, je l'espère. Vous allez voir la conclusion de tout ça. Une grande réponse pour une question, là? Je crois qu'il y a une dernière question, Jean-François. Oui, David Desiage, principal collège Saint-Martin, partie française, Académie de Guadeloupe. Dans votre présentation, en première partie, vous n'avez pas voulu détailler davantage, mais vous avez divisé par 2 le chiffre sur le décrochage scolaire. Est-ce que je pourrais avoir quelques éléments un peu plus loin? Ou sinon, après vos coordonnées pour aller voir ou discuter de ça? Oui. Ben, en fait, l'objectif de diminuer, là, évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, là, de diminuer autant que ça. Un des éléments où on a travaillé beaucoup, c'est la diminution des écarts entre les garçons et les filles. Donc, on regardait les filles réussissent mieux que les garçons, etc., etc. On a travaillé également tout ce qui est la lecture. En très bas âge, ça c'est unanime, les études le disent, donc la lecture dès les maternelles 4 ans, 5 ans, ça a été important. Ensuite, on a travaillé également avec les pratiques évaluatives. Donc, il a fallu qu'on travaille avec les syndicats. Comment l'évaluation se fait dans les classes? On parle, parce que ça, là, c'est un sujet qui est très, très, très sensible, hein, parce que l'enseignant ou le professeur dans la classe, lui, c'est un professionnel, puis il a son autonomie professionnelle. Alors, quand on joue là-dedans, on joue dans les, nous autres, on dit, on joue dans les bébites, là. Alors, quand on parle de pratique, ben, c'est comme si je vais m'ingérer dans le travail de quelqu'un. Alors ça s'est fait en très, très grande collaboration. Puis je dis même pas avec on a mis nos gants blancs, c'est que les gens, on a fait
on a réfléchi beaucoup à comment on regarde cet aspect-là. Ça, c'est majeur, là, les pratiques évaluatives. Puis on a aussi tous les élèves qu'on appelle avec des enjeux particuliers. Nous autres, on les appelle les élèves EHDA, avec des enjeux, soit de comportement, ou dont on parle d'élèves qui ont des troubles de langage, qui ont des troubles, des élèves qui sont autistes, entre autres. L'intégration, l'inclusion de tout ça aussi, ben ces élèves-là, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, ils étaient nécessairement en échec. Alors maintenant, puis ils étaient comptabilisés aussi dans nos données. Alors là, on a fait un travail assez impeccable à cet égard-là. Donc, il y a une multitude de choses. Toute la formation professionnelle aussi. Il n'y a pas juste une voie royale, là, c'est-à-dire que tu commences tout petit puis tu t'en vas à l'université. Il y a les métiers, là, devenir mécanicien, devenir électricien, devenir plombier, etc. Il y a eu une valorisation aussi de tous ces emplois-là. Moi, je suis un ancien professeur, un enseignant de mathématiques. Alors, dans l'équation, là, il y a des constantes, mais il y a des variables indépendantes là, qui, des fois, on ne les contrôle pas, mais on sait qu'à peu près, quand on joue là-dessus, on est capable d'avoir un effet en bout de ligne. Alors, je vous résume ça rapidement, mais dans nos orientations 1, qui dit d'intervenir rapidement, bien, il y a 9 objectifs, OK, qu'on a mis en place. C'est sûr, tantôt, j'ai passé vite parce que je voulais aller à l'objectif numéro 3, l'orientation 3, qui était plus l'école, la famille, la communauté. Mais il y a quand même 2 gros autres morceaux là, qu'on travaille quotidiennement avec nos enseignants, nos directions d'école, les psychologues, etc., etc. J'espère que je vous aide un peu, là, et ça nous fera plaisir. Si vous voulez communiquer avec nous, nos coordonnées sont disponibles. Oui, Jean-François, je te rassure, on communiquera tes coordonnées et on communiquera bien évidemment la vidéo aux participants. On a ce qu'on appelle en bon français chez nous une newsletter qu'on envoie tous les mois et donc qui nous permet justement de mettre à disposition l'ensemble des ressources. En tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible avec le... Bon, mais vous êtes au matin, donc c'est plus simple pour vous, nous on est en fin de journée. On espère vraiment, et je pense que les participants ici seront d'accord avec moi, vous accueillir aussi prochainement lors d'un prochain événement national des sites éducatifs, parce que je pense qu'on a encore la possibilité d'échanger avec vous, et je pense aussi, et je parle sous le contrôle de Richard qui connaît aussi bien que moi, voire mieux que moi, le réseau des villes éducatrices, qui est aussi une dimension européenne. Je pense que plus près de nous, dans d'autres pays d'Europe, avec peut-être des cultures éducatives, professionnelles plus proches des nôtres, on a aussi à apprendre de nos voisins. Il faut aussi peut-être à un moment donné s'ouvrir à ces pratiques-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir contribué à la réussite de notre journée. À très vite, j'espère. Et merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci Étienne.